Salut tout le monde! Aujourd'hui je reviens pour ma troisième vidéo, sûrement l'une des plus importantes. Je vais vraiment parler de tout ce qui est administratif avant de partir vivre au Canada. Je vais parler des impôts, de la sécu, qu'est-ce qu'on a fait au niveau des banques, des assurances, des téléphones. Je vais vraiment tout vous expliquer dans cette vidéo, en tout cas tout ce qu'on a fait nous. Et je vous dis à tout de suite! Tout d'abord, je vais vous parler de la sécurité sociale et des impôts. Donc nous, je rappelle qu'on part en PVT. Et le PVT, en fait, c'est pas considéré comme une expatriation. Quand on part en PVT, c'est pour une durée de 2 ans, donc ça a une durée déterminée, donc on n'est pas considéré comme expatrié. Ce qui fait que on n'est pas obligé de se radier de la sécurité sociale ni des impôts, et d'ailleurs ne le faites pas, parce que vous êtes censé revenir au bout de 2 ans, et si vous revenez alors que vous êtes radié de ces deux organisations, c'est très compliqué d'y revenir et très long. Donc les démarches sont très longues, ce qui fait que si vous revenez au bout de 1 an ou 2 ans, déjà en revenant vous serez plus couvert par la sécurité sociale, et au niveau des impôts c'est pareil, ça risque d'être très compliqué. Donc tant que vous n'êtes pas sûr de faire votre vie au Canada et d'y rester, un gros conseil, ne vous radiez pas ni de la sécurité sociale ni des impôts. Voilà, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Pour les banques, pareil, on s'est longuement questionné là-dessus. On avait vu qu'il y avait un partenariat avec Crédit Mutuel et Desjardins. On avait pris rendez-vous avec un conseiller au Crédit Mutuel et finalement, il était même pas au courant qu'il y avait un partenariat, et quand il a regardé, il savait pas nous expliquer de quoi ça retournait exactement. Donc on a décidé de pas y aller. En plus de ça, l'offre Desjardins, donc nouveaux arrivants, c'est pour tout le monde. Peu importe à quelle banque française on est, l'offre Desjardins marche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une offre qui permet, je crois, d'avoir une carte de débit ou de crédit, je sais plus, offerte pendant 1 an. Il y a un coffre-fort offert, enfin voilà, il y a pas mal de choses assez sympas. Du coup, cette offre-là, donc comme j'ai dit, elle est réservée pour tout le monde, peu importe la banque. Et vous pouvez aussi préouvrir un compte en ligne. Vous avez des conseillers qui sont justement spécialisés dans ça, donc dans l'offre nouveaux arrivants. Donc vous pouvez les joindre par téléphone ou par chat. Nous, une fois, on les avait appelés et ils étaient vraiment hyper gentils. Vraiment, ils étaient hyper avenants, etc. Donc franchement, n'hésitez pas à les appeler si vous avez la moindre question. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez préouvrir votre compte depuis la France, et une fois que vous serez arrivé au Canada, vous irez du coup dans une banque Desjardins pour finaliser l'ouverture de compte. Donc à quoi ça sert de préouvrir un compte? Admettons, si vous voulez déjà transférer de l'argent, ce que je vous conseille d'ailleurs, transférer de l'argent de votre compte français au compte canadien pour que du coup, une fois que vous soyez au Canada, vous ayez déjà des sous à disposition sur votre compte canadien, c'est pratique. Voilà, parce que si vous préouvrez pas de compte, vous ne pourrez pas transférer de l'argent avant que vous arriviez, et du coup ça va peut-être un petit peu vous désavantager, parce que le temps que vous ouvriez un compte au Canada et que le temps que la banque française fasse le transfert de votre argent à la banque canadienne, ça prend pas mal de temps, et il y en a qui ont été du coup surpris par ça et qui se sont retrouvés un petit peu dans le caca. Donc franchement, je vous conseille vraiment de préouvrir un compte, c'est hyper important. Concernant les banques françaises, nous on a décidé de garder juste un compte joint. Parce que d'avoir plusieurs comptes c'était inutile, vu que du coup pendant 2 ans on sera pas là. Donc c'était pour éviter les frais annuels, donc les frais de compte, les frais de carte, etc. Et notre conseiller nous avait conseillé justement une carte Gold. Donc au début il nous avait dit que c'était parfait pour nous, parce que à l'étranger il n'y avait pas de frais sur les retraits et les paiements. Donc au début on a pris la carte Gold, on était tout content, et finalement on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des frais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que cette semaine, on retourne voir notre conseiller. On va lui demander de se renseigner convenablement sur si oui ou non il y a des frais. Parce que s'il y a des frais avec la carte Gold, on ne la prend pas. On restera sur une carte normale. Et s'il n'y a pas de frais, on la prendra parce que ça nous arrange. Si jamais, du coup, on ne prend pas la carte Gold parce qu'il y a des frais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par des applications de transfert d'argent sur Internet. C'est beaucoup moins cher, parce qu'il faut savoir que les transferts d'argent de banque française à une banque étrangère, ça coûte vraiment très cher, vraiment très cher. Alors que si vous utilisez des applications de transfert d'argent, donc faites attention aussi de prendre une application évidemment sécurisée, ça coûte, je pense, moitié voire plus, mais moitié moins cher au moins en frais que si vous faites un transfert d'une banque à une autre. Donc ça aussi, pensez-y, essayez de faire vraiment des transferts par application de transfert justement, plutôt que de faire de votre banque à une autre, vous gagnerez des sous. Au niveau des téléphones, on s'est longtemps posé la question aussi. Au début, on nous avait parlé de Free, on nous a parlé aussi de Red by SFR, tout ça. Donc on s'est un peu renseigné, on allait voir dans les boutiques, on allait voir sur internet. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment des forfaits, pas faits pour le long terme. Vraiment, c'est des forfaits si jamais on part en vacances ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment pas des forfaits pour aller habiter au Canada. C'est-à-dire que, par exemple, SFR, ça dure 3 mois. Donc pendant 3 mois, vous avez des SMS, des appels illimités, donc du Canada vers la France. Et après, ça devient payant.
et le forfait Red by SFR. C'est à peu près la même chose. Si vous passez plus de temps à l'étranger qu'en France, ça devient payant, ils peuvent même vous supprimer la ligne. Donc en soi, c'est vraiment pas intéressant du tout. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de tout ça qui vous explique en plus en détail ce que je viens de vous dire en fait. Voilà, pour éviter les pièges tout simplement. Du coup, ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va garder nos forfaits qu'on a déjà là actuellement. Donc un forfait très simple, hein, français qui va pas du tout à l'étranger. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'en arrivant, on va utiliser l'application TextNow. Je crois que c'est pas trop cher, je pense que c'est 15-20 $ par mois. Et en fait, cette application vous donne un numéro canadien avec lequel vous pouvez appeler et envoyer des messages gratuitement. Mais par contre, il faut être connecté sur Internet, donc en Wi-Fi. Donc c'est un peu compliqué, des fois il y a des bugs, etc. Mais ce sera vraiment les premières semaines pour avoir un numéro canadien au début et pas être en galère si on doit appeler des employeurs ou si on doit appeler des gens au Canada tout simplement. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'une fois qu'on sera bien installé, on se dirigera vers soit Vidéotron, soit Fizz. Je vous mettrai le lien de Fizz et de Vidéotron dans la description. Pourquoi Fizz ou Vidéotron? Donc Fizz c'est un peu le Free d'ici et Vidéotron c'est un peu les grosses boîtes du genre Orange, Bouygues, etc. Donc forcément Vidéotron je crois que c'est un petit peu plus cher et Fizz c'est un peu moins cher, c'est un peu entre guillemets du discount. Mais franchement les deux font l'affaire, à savoir que Vidéotron vous pouvez avoir téléphone, internet et télé alors que je crois que Fizz c'est que téléphone et internet. Mais voilà, du coup on se dirigera vers ces deux là, c'est vraiment pas trop cher, bon c'est plus cher que la France évidemment, en plus il y a moins d'internet etc. Mais bon là-bas au Canada c'est comme ça. Mais c'est vraiment les deux meilleures options qu'on ait trouvées. Au niveau des assurances qu'on a prises pour aller au Canada. Donc moi, Kevin, il part en PVT. Ce qui fait qu'il a pris l'assurance Globe PVT. Donc je crois que c'est 712 € pour 2 ans. Donc franchement, c'est relativement pas cher. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment tout avoir payé avant de partir. Voilà. Il faut vraiment tout avoir réglé avant de partir parce que du coup, il vous faut vraiment du coup, la preuve de cette assurance à montrer à l'immigration. Donc en gros, si vous n'avez pas payé, vous n'aurez pas la preuve. Donc ils vous accorderont pas le PVT. Moi, comme je pars au début en conjoint de fait, j'ai pris l'assurance Globe Partners. Ce qui fait que c'est un peu plus cher parce que moi, je paye 216 € pour 6 mois. Mais bon, franchement, ça vaut le coup. Au moins, je suis vraiment couverte pour voilà, tout ce qui est santé, entre guillemets, quotidienne. Et pareil, le rapatriement est pris en charge, donc comme pour Globe PVT. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire aussi, c'est très important. Je sais pas si l'assurance pour les touristes, c'est obligatoire, mais perso, moi, je l'ai prise, on sait jamais. Je suis toujours quelqu'un qui est malade pour un oui ou un non. Ce qui m'amène du coup au sujet d'après, au niveau de la santé. Donc comme je viens de le dire, moi je suis toujours un peu malade l'hiver, etc. Le rhume, le ci, le là. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai fait vraiment un check-up de tous les médecins du monde avant de partir. Donc je suis allée à l'ophtalmo, je suis allée au dentiste, je suis allée vraiment partout où je pouvais aller pour être sûre que du coup j'avais pas de problème de santé avant de partir. Et puis aussi voilà pour être rassurée, pour être sûre que tout va bien à tous les niveaux. Et ce qu'on a fait aussi avec Kevin, c'est que on est parti chez notre médecin traitant. Et il nous a fait du coup une espèce de mini pharmacie. Donc il nous a fait les médicaments pour la toux, les médicaments pour le rhume, les médicaments pour les maux de tête. Ce qui fait que si on est malade au Canada, déjà au tout début, on aura quand même pas mal de choses pour nous soigner. La seule chose qu'il faut faire, c'est évidemment garder les ordonnances. Voilà, donc ne partez pas avec la valise pleine de médicaments sans ordonnance. Il faut vraiment garder les ordonnances, c'est hyper important. Et vous renseigner aussi sur le règlement de votre compagnie aérienne, voir ce qu'elle accepte ou non comme médicament. Pour les assurances et les abonnements, moi je vous conseille de vous renseigner à l'avance sur les délais. Il y a certains trucs qui se résilient immédiatement, d'autres des fois c'est un mois après, 2 mois après, des fois vous êtes sous contrat, etc. Pareil pour l'assurance voiture, hein, si vous vendez votre voiture, voilà, pensez aussi à l'arrêter. Enfin, c'est des petits trucs aussi, des fois on se dit oh mais c'est bête, mais des fois il y en a qui pensent pas, parce qu'on a tellement de choses à penser avant le départ que des fois il y a des choses qui peuvent nous échapper. Donc vraiment pensez-y, essayez vraiment d'arrêter tous vos abonnements et vos assurances qui ne vous serviront à rien au Canada, c'est hyper important, ça vous fera du coup des économies et surtout des soucis en moins. Pour le logement, on est juste locataire, donc on est quand même assez libre. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment vous renseigner sur votre préavis de départ. Ça, c'est très important. Ça peut changer d'une ville à l'autre ou d'un propriétaire à l'autre. Enfin bref, si c'est meublé ou pas meublé, je crois que c'est pareil, il y a des différences. Nous, c'est vrai que du coup, on avait juste 1 mois. Donc, faites bien attention à ça. Et surtout, votre lettre de préavis, il faut surtout l'envoyer avec accusé réception. Ça, c'est très important. Si la lettre est envoyée comme ça marche pas. Si c'est un mail, ça marche pas non plus. C'est vraiment une lettre envoyée avec accusé réception. Voilà, donc ça, faites bien aussi les choses dans l'ordre. Et dans les formes. Pareil, au niveau de la caution, nous on a demandé à notre propriétaire s'il pouvait nous la rendre le jour J.
parce qu'en fait, il faut savoir que les propriétaires, ils ont droit à plusieurs semaines en fait avant de vous la rendre. Et nous, étant donné qu'on sera plus en France et qu'on n'a pas envie d'avoir de soucis, déjà on pourra pas récupérer le chèque puisqu'on sera plus là. Donc on s'est dit, on lui demande si elle peut nous le rendre le jour J. Chose qu'elle a accepté. Elle nous a dit, si l'appartement est en bon état, on vous rend la caution le jour J. Donc ça c'est pas mal, pensez-y, parce que déjà ça vous évite les tracas de vous dire, voilà, quand est-ce que la caution elle va nous la rendre, etc. Vous l'aurez avant de partir et en plus de ça, du coup, ben, ça peut entre guillemets combler les économies que vous avez déjà pour partir. Pareil, autre astuce, je sais qu'au Canada, les propriétaires en fait, ils font toujours des enquêtes de crédit pour voilà, ceux qui veulent louer leur appartement. Et en fait, en arrivant là-bas, en général, on n'a pas de compte canadien, ou alors on en a un, mais il est vraiment tout nouveau, ce qui fait qu'il n'y a pas d'historique. Donc en fait, les propriétaires ne peuvent pas vraiment faire des enquêtes puisqu'il n'y a rien sur nos comptes. Donc en fait, ce qu'on conseille, c'est aussi de demander aux propriétaires s'ils peuvent faire une lettre de bon payeur. Ou à votre agence immobilière, vous leur demandez de récupérer tous les papiers qui prouvent que vous avez toujours payé vos loyers à l'heure, enfin en temps et en heure, et que vous êtes des personnes sérieuses. Parce que ça peut aider certains propriétaires là-bas au Canada qui sont plutôt assez ouverts et voilà, s'ils voient que vous payez toujours vos loyers, que vos anciens propriétaires approuvent la chose, en général ça passe quand même. Donc moi ce que je vous conseille vraiment, voilà, c'est de demander des documents comme ça. Au moins si le propriétaire canadien voit qu'il ne peut pas faire d'enquête de crédit, il verra quand même que vous êtes de bonne foi et que vous avez des documents qui prouvent que vous êtes des personnes sérieuses. Pareil pour l'eau et l'électricité, pensez-y, avant de partir, demandez toujours à votre propriétaire si vous avez un surplus d'eau. Et aussi, appelez EDF, vous leur demandez pareil si c'est eux qui vous doivent de l'argent ou vous qui leur devez de l'argent. Parce que du coup, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai qu'en partant ou en clôturant un contrat, donc EDF, etc., on a toujours forcément des surprises, donc soit bonnes ou mauvaises. Donc renseignez-vous, au moins ça vous permet d'anticiper. Vous pouvez le payer avant de partir, comme ça s'est réglé aussi et vous y pensez plus une fois au Canada. Du coup, pour les ventes de nos biens, ça a été un peu une galère, franchement, et ça l'est toujours parce qu'on part que dans un mois, de vendre les choses. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu tout ce qui n'était pas nécessaire à notre survie, entre guillemets, et tout ce qui était voilà, déco, des trucs qu'on ne servait pas. On a tout vendu déjà. On a tout mis en vente, c'est quand même presque quasiment tout parti. Et les choses qui sont vitales, c'est-à-dire voilà, les meubles, le canapé, la télé, le lit, etc. Moi, j'ai créé un groupe Facebook de vente personnelle où j'ai mis tout ce que j'avais à vendre et leur prix, leur disponibilité. Ce qui fait que les gens voient déjà ce qu'on a à vendre et il y en a pas mal qui ont déjà réservé des choses. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre vos biens sur un maximum de plateformes. Donc, que ce soit, il y a Le Bon Coin, Marketplace, voilà, de faire un groupe et d'en parler aussi autour de vous. Pour ce qui est du travail, il y a plusieurs possibilités, hein. Donc il y a la démission, la rupture conventionnelle, le licenciement. En général, les gens démissionnent. Juste faites attention aussi, pareil au préavis. Suivant les boulots, c'est pas du tout le même. Il y en a, même suivant les boulots, suivant aussi la qualification. Je crois que les cadres, c'est énormément de préavis. Je crois qu'il y a au moins 1 ou 2 mois à chaque fois. Alors qu'un salarié normal, ça peut être 2 semaines ou 1 mois. Donc faites vraiment attention à ça et respectez-le aussi vraiment parce que ça peut vous causer des problèmes plus tard. Et aussi faites en sorte d'avoir le temps de récupérer tous vos papiers, etc. avant de partir. C'est-à-dire que si vous partez le 3 janvier, ne démissionnez pas le 2 janvier. Démissionnez un petit peu avant, que vous ayez le temps de récupérer les papiers, vos indemnités, etc. Voilà, vraiment pensez à ça parce que c'est pareil, si vous partez et qu'il y a le moindre souci, vous serez plus en France. Donc ce sera un peu compliqué de gérer tout ça à distance. Pour ce qui est de Pôle emploi, franchement, n'essayez même pas de rigoler en se disant bon, ben je pars et je le dis pas. C'est vraiment dangereux. Vous risquez vraiment des grosses amendes. Je sais pas si ça irait jusqu'à la radiation de Pôle emploi. Ce que vous pouvez faire juste par contre, c'est le mois où vous partez, vous déclarez une absence. Parce qu'en fait, je crois qu'à Pôle emploi, vous avez le droit à, entre guillemets, des vacances. Je crois que c'est 35 jours, quelque chose comme ça. Donc en fait, le jour où vous partez, vous déclarez juste une absence. Ce qui fait qu'en fait, quand vous serez au Canada, vous toucherez encore 1 mois de chômage. Donc c'est pas négligeable franchement. Mais après ce mois-là, il faudra bien sûr soit appeler Pôle emploi, soit directement faire ça sur votre application. Mais voilà, vous marquez que vous n'êtes plus en recherche d'emploi, comme ça votre chômage s'arrêtera et vous n'aurez pas de soucis. Pour ceux qui se demandent comment ça marche si jamais vous revenez etc. en France, sachez que vos droits sont gelés. Donc je sais plus pour combien d'années exactement. Mais bon, je crois que c'est plus de 2 ans. Donc si jamais vous revenez en France au bout de 2 ans, vous avez juste en fait à avertir Pôle emploi que vous êtes de retour. Vos droits se redébloqueront et ça repartira en fait comme avant que vous soyez parti. C'est-à-dire que si vous restez, je sais pas moi, 1 an de chômage, vous aurez encore 1 an de chômage quand vous rentrerez.
Comme je vous avais dit dans mon ancienne vidéo, surtout ne prenez pas de logement à distance. Il y a énormément d'arnaques. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre un Airbnb avant de partir. Une petite astuce aussi que je connaissais pas avant, c'est Kevin qui m'a montré. Vous pouvez cliquer sur 3D. En gros, quand vous allez voir sur les plans, il y a une petite icône où il y a marqué 3D, ce qui fait qu'en fait, vous voyez ce qu'il y a autour du Airbnb en question. Donc s'il y a des usines, s'il y a des, je sais pas moi, des trucs, des magasins, s'il y a des boîtes de nuit, etc. Donc vous pourrez du coup voir si c'est quand même un endroit assez calme ou si ça risque d'être un peu bruyant. Vérifiez bien les équipements, qu'il y ait la machine à laver, le sèche-linge, qu'il y ait un frigo, etc. Parce que pareil, des fois il n'y en a pas. Vérifiez aussi les notes, si l'appartement est bien noté ou pas, c'est hyper important. Et vérifiez surtout les transports en commun. Parce que même si vous êtes dans un quartier un peu éloigné de Montréal, centre, etc., vérifiez s'il y a quand même des transports en commun à côté. Parce que si on n'a pas et que vous n'avez pas de voiture, c'est pareil, vous allez galérer pour vous déplacer d'un endroit à un autre. Si vous partez avec des animaux, j'ai un peu expliqué les démarches dans ma précédente vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Je parle vraiment de tout ce qu'il faut faire avant de partir, donc des vaccins, des papiers, et aussi comment faire quand on a un animal et qu'on veut louer un Airbnb, parce qu'au Canada, il y a énormément de propriétaires qui ne veulent pas d'animaux. Du coup, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo. Là, c'est vraiment tout bien expliqué et vous aurez les réponses à vos questions. Petite parenthèse, mais qui n'a rien à voir, mais pensez à demander le permis international. Parce qu'il faut savoir qu'au Québec, je crois qu'on peut conduire avec le permis français pendant 6 mois. Mais après, on ne peut plus conduire avec. Donc pensez vraiment à prendre le permis international. Au moins, vous êtes sûr que vous êtes tranquille. Et franchement, nous, on l'a reçu en pas beaucoup de temps. On a fait la demande, je sais plus, je dis n'importe quoi, on a fait la demande le 1er septembre. Et on a reçu le permis peut-être 15 jours après. Ma vidéo est finie pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous a aidé. J'ai essayé de pas trop rentrer dans les détails pour pas que ma vidéo fasse 30 minutes. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire. Voilà, je répondrai peut-être plus en détail à ceux qui en ont besoin. J'espère aussi que les liens que je mettrai dans la description vous aideront. Si je reviens pas ces prochaines semaines, c'est normal parce que nous on part dans moins d'un mois, ça y est. Du coup, on aura vraiment énormément de choses à faire. On va aller voir aussi énormément de gens avant de partir. Les prochaines vidéos, ce sera sur notre départ, je pense. Donc nos derniers moments en France. Je vous ferai vraiment un petit débrief, voilà, du voyage, ce qui s'est passé à l'aéroport, à l'immigration, etc., etc. Du froid, s'il fait vraiment très 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 froid ou si c'est quand même assez supportable parce que nous on va arriver en décembre. On espère qu'il y aura de la neige d'ailleurs. Donc je vous ferai vraiment un petit topo de ça. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour justement être au courant des prochaines vidéos que je vais mettre. Je vous souhaite du coup une bonne journée et je vous dis à bientôt.